Mardi 6 juin 2017, mesdames, messieurs, vous regardez Africa Today Télévision. Merci de cette fidélité. Bonsoir et bienvenue dans cette édition de nos informations. Le processus de mise en place du Conseil national des jeunes de Guinée a été officiellement lancé ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette première étape du projet, le ministère de la Jeunesse et ses partenaires ont initié d'abord des ateliers à Conakry à l'intérieur du pays. Une manière de permettre aux jeunes de s'approprier des textes juridiques qui y afférent notamment le statut, le règlement intérieur et les critères d'élection du Comité national des jeunes de Guinée. Alcine Diallo, compte rendu. Le Conseil national des jeunes de Guinée est l'une des recommandations phares de la consultation nationale des jeunes en 2015. Et depuis, l'eau a coulé sous le pont. En dépit des spéculations ça et là sur ce projet, le ministère de la Jeunesse n'hésite pas de prendre les taureaux par les cornes pour son aboutissement. Voilà ce qui explique l'organisation de ces ateliers régionaux sur l'appropriation des textes juridiques de la structure fêtière des jeunes de Guinée. Cet atelier est également organisé à l'intérieur du pays, au niveau de tous les chefs-lieux des régions administratives. L'objectif, c'est de venir présenter les textes aux jeunes, expliquer les textes aux jeunes et le processus pour qu'ils comprennent le contenu des textes et qu'ils puissent formuler des observations et des amendements, puisqu'il faut préciser que dans ce processus, le ministère ne joue que le rôle d'accompagnateur. L'essentiel de tout le travail doit être fait par les jeunes. Depuis le choix des participants jusqu'au, disons, au processus de mise en place des structures, les jeunes seront au centre de l'activité. Après ces ateliers régionaux, les leaders des associations présentes à cette formation ont au moins 10 jours pour organiser les sessions de restitution au niveau de la base. Pour le partenaire UNFPA, la mise en place du Conseil national des jeunes de Guinée est une nécessité impérieuse pour la jeunesse. Vous savez, rien ne sert de mettre en place une structure, donc c'est l'après-structure qui compte. Donc nous espérons qu'après la mise en place de cette structure fêtière, les jeunes qui vont vraiment être élus à la tête de cette organisation vont jouer pleinement leur rôle. Ils vont représenter l'ensemble des jeunes de Guinée et du côté de l'INFPA, nous continuerons toujours à accompagner vraiment techniquement et financièrement cette organisation pour qu'elle puisse jouer son rôle d'organe moteur, d'organe fédérateur de l'ensemble des jeunes de Guinée. Le Conseil national des jeunes de Guinée est également un organe au sein duquel les jeunes contribueront au développement socio-économique du pays. C'est pourquoi le secrétaire général du département de la jeunesse a sollicité l'implication de toutes les structures de jeunes dans ce processus de mise en place du CNJ. À partir de cette tribune, je fais appel à tous les jeunes de Guinée, à travers leurs différentes organisations, de s'impliquer de façon responsable dans tout le processus, en y apportant des réflexions fécondes et des propositions constructives. Pour cela, je les exhorte à participer très activement au débat autour des textes et processus proposés pour donner déjà des orientations claires à la future structure fêtière des jeunes de Guinée. Après ces ateliers régionaux, il y aura l'atelier régional de validation des textes juridiques et ensuite un atelier national de validation des documents couronnera les travaux. L'insécurité galopante à Conakry, même à l'intérieur du pays, la situation préoccupe plus d'un citoyen. Interrogé ce mardi dans l'émission La Tribune de l'Actualité Plus, le président du Parti pour le développement et l'unité qui a dépeint des facteurs encourageant ce phénomène, Dr Mbemba Traoré invite les services de sécurité à revoir les stratégies pour sécuriser mieux les populations et leurs biens. L'inadéquation du ratio agent de sécurité et population et l'exode rural sont entre autres facteurs endogènes et exogènes que dénonce ce médecin politicien. Mariama Bayloli, décryptage. Depuis quelque temps, à Conakry comme à l'intérieur du pays, les populations sont confrontées à une montée vertigineuse de l'insécurité. Des crimes crapuleux par-ci, des assassinats horribles par-là, ces faits interpellent toutes les couches sociales. C'est le cas du président du Parti pour le développement et l'unité. Pour Dr Mbemba Traoré, ces crimes sont de nature désolante. Avant, on vivait ici dans l'harmonie, on vivait ici dans vraiment l'amour. Mais aujourd'hui, le Guinéen est devenu très cruel, très méchant.
je pense que l'État aussi doit jouer sa partition dans cette lutte contre l'insécurité. Au docteur Bemba Traoré d'ajouter que cette situation doit être prise à bras le corps par le gouvernement en général et les services spéciaux en particulier. Il sollicite à l'effet un changement de stratégie pour y remédier. La disproportion entre, si vous voulez, l'explosion démographique et le ratio de nos forces de sécurité. Il faut que nos services de sécurité doivent revoir quelles sont les stratégies qu'il faut aujourd'hui adopter pour lutter contre l'insécurité. Et ce qui est encore beaucoup, et ce qui est plus grave, voilà, c'est le regroupement dans les grands carrefours. Ouais. Dans la commune de Ratoma et seulement dans le quartier Lambagni, l'on a enregistré 3 assassinats en 2 semaines. Et la question qui se pose, c'est de savoir si la tendance pourrait s'inverser et que les citoyens participent aussi à leur propre sécurisation. Attendons de voir. Sécurité toujours, mais cette fois dans la circulation. Un mort sur place et un autre grièvement blessé. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu ce lundi après-midi à Yimbaya Permanence dans la commune de Matoto. C'est une remorque citerne d'essence qui a percuté un motard. Le camionneur qui ne s'est pas arrêté sur le lieu de l'accident de peur d'être brûlé. Les jeunes ont tout de même investi la chaussée pour empêcher toute circulation des heures durant. Omar Sow, reportage. Du sang coulant à flot sur la chaussée, la moto presque irréparable, c'est du moins ce qu'on pouvait à première vue constater sur les lieux de l'accident. Un accident de la circulation qui a conduit à la mort d'un jeune d'une trentaine d'années. L'acte s'est produit aux environs de 15 heures lorsque la seconde voie a été ouverte afin de réduire les embouteillages. C'est là que le nommé Didier Baboula a trouvé la mort après avoir été percuté sur la moto par une citerne. Des témoins de la scène expliquent les circonstances de l'accident. Je partais à Yimbaya pour acheter des pièces. Je l'ai vu venir sur la moto de marque KTM. Il a voulu doubler le véhicule. Devant lui arrivait une citerne qui l'a percuté et il est passé à travers les 2 roues pour être trimballé. Le camionneur a fait semblant de s'arrêter, mais il ne l'a pas fait. Vu que le conducteur de la petite voiture s'est arrêté, lui, il a poursuivi sa conduite. Au milieu de la foule, le corps de Baboula recouvert de pagne et la moto complètement escantée. Des collaborateurs alertés sont venus constater. Devant les faits, c'est la panique totale. Certains d'entre eux ont du mal à retenir leurs larmes. La consternation est totale. Un acte que la population n'a pas digéré et du coup, des réactions ne se sont pas fait attendre. Des jeunes ont paralysé la circulation tout en érigeant des cailloux et gravats afin d'obstruer le passage à tout engin. Face à ce changement du plan de la circulation qui intervient généralement les matins et dans l'après-midi et qui occasionne des accidents, des citoyens interpellent les autorités à le revoir. Pendant la soirée, ils n'ont qu'à interdire les 2 voies, c'est-à-dire soient occupées à la fois. Ça envoie l'accident. Ce n'est pas d'ailleurs le seul cas. En longueur de journée, l'on continue d'enregistrer des cas d'accident de la circulation. La question que l'on se pose est de savoir à qui la faute entre les conducteurs et les usagers. Éducation à présent, les épreuves préparatoires appelées communément examens blancs ont démarré ce mardi selon le calendrier établi par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Ce sont, il faut le rappeler, des évaluations qui sont arrivées avec un décalage et cela est consécutif au congé forcé du mois de février lié au mouvement de revendication des nouvelles recrues de l'enseignement et leur affectation. Notre reporter Saloum Kondé a fait le tour de quelques établissements pour constater le climat et les dispositions pédagogiques. Suivez son reportage. On a lancé les sujets, je vois que les sujets ne sont pas difficiles parce que j'ai très bien révisé. Ces propos en substance expriment la confiance de Awa Fofana, élève de la 6e année. Comme elle, la plupart des candidats de son école se dit bien préparés pour affronter cette évaluation préliminaire. On a commencé par l'épreuve d'anglais, mais ça s'est bien passé parce que on dit ce que je connais, ce que j'ai écrit. C'est facile, c'est difficile un peu.
Des fois, on voit des sujets qu'on ne connaît pas, mais on a une idée. Du côté des responsables d'école, comme dans cette école privée de la banlieue de Conakry, des dispositions sont prises pour éviter la fraude. On a cherché à la disposer, c'est-à-dire les panachés, un collégien, c'est-à-dire la 10e et les terminales. On l'a fait, c'est pour éviter des cas de fraude et de communication entre les candidats. Ici même c'est mieux parce que les lycéens ont fait la même école, on leur connaît, mais le jour du BEPC réel, il y aura des gens qu'on ne connaît pas, donc on aura du mal à leur demander, c'est pour cela qu'ils font tout cela. Cette année, le calendrier scolaire a connu des réajustements suite à la perturbation des cours, mais dans certaines écoles, les encadreurs ont trouvé des mesures d'accompagnement pour terminer les programmes. On peut dire que 99,99%, parce qu'on ne peut pas dire qu'on a achevé un programme. C'est pas facile. Il y a toujours des zones d'ombre sur lesquelles on revient à tout moment, jusqu'au jour J quand même. Sinon, vraiment, l'essentiel a été vu. Les écoles publiques visitées de Kaloum à Dixine en passant par Matam, les autorités nous exigent des ordres de mission avant de répondre à toute question. Voilà, fait de société, le cure-dent des branches d'arbres d'une grande importance pour l'hygiène de la bouche et la solidification des dents, nous dit-on. C'est encore beaucoup prisé pendant le mois de Ramadan par les musulmans pour maintenir l'haleine sans odeur. Reportage Bunturabi Keita. Se curer la bouche, un exercice fréquent chez les musulmans, surtout pendant le mois saint de Ramadan. Une pratique à la fois bénéfique sur le plan sanitaire que religieux. Je m'appelle Souma Youssouf. J'aime le cure-dent parce que c'est un produit qui élimine les microbes sur les dents. Il renforce les dents. La pâte dentifrice aussi est bonne, mais elle n'élimine pas toutes les impuretés de la bouche. L'utilisation du cure-dent nous procure beaucoup de bénédictions. C'est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui nous l'a recommandé. Il a dit dans un hadith, si ce n'était pas trop demandé à ses fidèles, je leur aurais demandé de se brosser les dents avec le cure-dent avant chaque prière. Ces bâtons frais, gardant parfois leurs feuilles, abondent les marchés de la capitale en ce mois de pénitence. Ils sont convoités aussi à cause de leur prix abordable qui varie entre 500 et 1000 francs guinéens en fonction de leur qualité. La manière dont nous vendons le cure-dent pendant le Ramadan n'est comparable à aucun autre mois de l'année. Il y a une qualité appelée cure-dent malinké, une autre appelée cure-dent soussou et une dernière qu'on appelle kamderi qui se vend rarement vu sa cherté. Cette qualité qu'on appelle cure-dent malinké est beaucoup plus prisée par les citoyens. Si tu as la possibilité d'acheter un conteneur de ça, n'hésite pas, puisqu'il y a certains, s'ils se brossent avec la pâte dentifrice, ils crachent beaucoup. Vu l'importance qu'accordent les citoyens à ce produit pendant et après le Ramadan, la nécessité de le préserver de toute insalubrité dans les lieux de vente devrait être de rigueur, quand on sait que certains sont exposés à même le sol dans les différents points de vente. Sur le continent, le Zimbabwe fait face à une pénurie de liquidités depuis 12 mois, une situation qui affecte particulièrement des populations avec des conséquences sociales. Suivez. Au Zimbabwe, les conséquences sociales de la crise monétaire se ressentent durement. La baisse de liquidité contraint les habitants à faire la file d'attente dans des conditions plus que pénibles devant les banques locales. Les pénuries de devises au cours des 12 derniers mois ont obligé les banques à fixer un retrait maximal quotidien d'environ $50 américains par jour. Les banques du pays ferment à 15 h en semaine et vers midi le samedi. Une situation qui ne laisse pas le choix aux Zimbabwéens. La situation est grave. Nous sommes obligés de braver ce temps parce que nous n'avons pas d'autre choix que de dormir ici, devant la banque, dans l'espoir de percevoir de la liquidité le matin. Ce n'est pas bon. Comment vais-je payer les frais de scolarité, payer le loyer, nourrir ma famille avec $30 américains? Nous finissons par dormir ici dans l'espoir d'obtenir de l'argent. Les pénuries de devises et de liquidités ont frappé les dépenses des consommateurs. Du côté des entreprises, les prêts deviennent difficilement remboursables, ce qui oblige les banques à limiter les prélèvements quotidiens.
Cette crise est essentiellement une crise de confiance dans le secteur financier en général et dans les banques en particulier. Cela explique la pénurie de nouveaux dépôts en espèces dans le système. Le système financier affirme avoir des dépôts de 6 milliards de dollars, mais des sources indiquent qu'il y a très peu de dépôts physiques. Ce qui se passe en ce moment, c'est que pour se protéger, les gens retirent simplement leur argent. Le Zimbabwe a abandonné sa propre monnaie lors de la crise de l'hyperinflation en 2009 au profit du dollar américain. Une situation qui s'est révélée fatale pour l'économie. Les autorités ont tenté d'émettre des obligations pour soulager la pénurie de fonds, mais le Fonds monétaire international affirme que seules de profondes réformes pourront résoudre le problème. En interactualité avec le Royaume-Uni qui a observé une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat perpétré samedi dernier. Cet acte terroriste qui a frappé Londres en plein cœur a été revendiqué par l'État islamique. Suivez. La cloche de Big Ben résonne à travers toute la ville. Une minute de silence est observée dans tout le pays, de Londres en passant par Belfast et Glasgow. La Grande-Bretagne rend hommage à ses victimes. Des fleurs, des bougies et des larmes, même sous la pluie, les Britanniques sont au rendez-vous. Un hommage qui gagne aussi le Conseil de l'Europe. L'Union européenne, ses États membres et ses alliés dans le monde entier soutiennent le peuple de Londres. Joignez-vous au président de la Commission européenne et à nous pour marquer une minute de silence. Sept personnes ont été tuées dans l'attaque, parmi elles un Canadien et un Français. Beaucoup de blessés sont toujours hospitalisés, dont 7 Français. 4 sont dans un état grave. 2 autres citoyens français sont toujours portés disparus selon le Quai d'Orsay. Les attaques qui ont récemment frappé la Grande-Bretagne marquent les esprits. Le Royaume-Uni est en deuil tandis que les élections législatives approchent à grands pas. Un scrutin qui survient dans un contexte extrêmement tendu. Le débat politique est absorbé par les problématiques sécuritaires, la lutte contre le terrorisme. Certains en appellent même à la démission de la première ministre Theresa May. Un débat qui épuise certains londoniens. C'est très choquant. Ce qui s'est passé est une tragédie et vraiment nous ne devrions pas utiliser les points de vue politiques pour tenter de faire campagne. Je ne pense pas que cela soit une bonne chose à faire. C'est irrespectueux, n'est-ce pas, pour toutes ces personnes qui sont mortes et ont été blessées samedi soir. L'ambiance est très tendue à quelques jours seulement d'élections très importantes. Le scrutin doit avoir lieu ce jeudi. Et puis, un autre possible acte terroriste est également en Australie. Les enquêteurs ont annoncé considérer cette hypothèse après une prise d'otage à Melbourne qui s'est soldée par la mort de l'agresseur. Cet autre acte a été également revendiqué par l'organisation de l'État islamique. Suivez. La formule est tristement habituelle et porte la signature de l'État islamique. Lundi soir, l'organisation terroriste a revendiqué la prise d'otage de Melbourne par le biais de son agence de propagande Amaq. Cette attaque initiée par Yacoub Kéré, jeune homme de 29 ans, originaire de Somalie, avec un lourd passé judiciaire, s'était soldée par la mort de l'agresseur à l'issue d'échanges de tirs avec la police. 3 officiers ont été blessés sans que leur jour ne soit en danger. Le terroriste avait pris en otage une escort girl dans une résidence d'appartement-hôtel de la banlieue de Melbourne. L'otage est ressorti indemne, mais l'auteur est soupçonné d'avoir tué le réceptionniste de l'établissement. D'après la police, il avait tenu des propos concernant Al-Qaïda et appelé une station de radio locale pour déclarer « Ceci est pour l'EI, ceci est pour Al-Qaïda ». On ignore toutefois s'il s'agit d'une attaque planifiée ou spontanée. Le Premier ministre confirme que cette attaque est de nature terroriste et demande aux Australiens de rester vigilants. Cette attaque terroriste a été commise par un criminel connu de nos services. Il avait récemment été libéré sous parole. C'est un crime choquant et lâche. L'attaque est de nature terroriste et nous rappelle qu'il faut rester vigilant et ne pas se laisser décourager face au terrorisme islamique.
Les autorités australiennes craignaient de nouvelles attaques djihadistes après les 4 attentats qui ont visé le pays ces dernières années. 12 attaques ont été déjouées et 61 personnes inculpées depuis que le niveau d'alerte a été relevé en septembre 2014. Une coalition internationale menée par Washington et à laquelle appartient l'Australie mène des raids aériens contre le I en Irak et en Syrie depuis l'été 2014. Direction Kfar Qassem, ville arabe israélienne, où des heurts ont éclaté hier soir. C'est un homme qui a été tué dans des affrontements par un garde de sécurité. Suivez. Nuit de violence dans la ville arabe de Kfar Qassem. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été tué au cours d'une émeute. Selon la police israélienne, c'est un contrôle routier qui a mis le feu aux poudres. Au cours de ce contrôle, les policiers découvrent que le conducteur est recherché et tentent de l'arrêter. Mais l'individu s'oppose violemment à son interpellation et s'en prend aux agents. Une cinquantaine d'habitants de Kfar Qassem se rassemblent et pierres commencent à pleuvoir. Selon les forces de sécurité, les policiers parviennent finalement à s'extraire de la foule et à emmener le suspect et un autre individu impliqué dans les violences. Mais leur départ ne calme pas la colère des protestataires de plus en plus nombreux. 3 voitures de police sont brûlées. Des habitants masqués tentent de prendre d'assaut le commissariat de police. Selon les autorités israéliennes toujours, un employé d'une société de sécurité privée en poste devant le commissariat, se sentant en danger, ouvre le feu. La balle atteint Mohamed Tahar de plein fouet. Il est transporté à l'hôpital le plus proche où il décédera quelques minutes plus tard. Les habitants de Kfar Qassem contestent cette version des événements. Selon eux, l'agent a abattu Mohamed Tahar de sang-froid. Il représentait 0 danger pour celui qui l'a assassiné. Mon fils est la victime de la haine des policiers. Cette haine représente un danger et une menace pour la population arabe israélienne. Une version soutenue par des députés arabes israéliens qui se sont rendus sur place dans la nuit. La plupart des crimes dans les localités arabes, en particulier à Kfar Qassem, ne sont pas élucidés. Cela entraîne la colère, la frustration et un sentiment d'insécurité. Nous demandons à la police de faire son travail dans les localités arabes. Le ministère israélien de l'Intérieur a annoncé l'ouverture d'une enquête afin de connaître les circonstances exactes de la mort de Mohamed Tahar. Les Arabes israéliens appellent quant à eux à une grève générale mercredi pour protester contre le traitement dont ils sont selon eux victimes de la part de la police. Les habitants de Kfar Qassem appellent également à une manifestation samedi dans la ville. Les forces de sécurité israéliennes sont sur le qui-vive pour tenter d'empêcher une nouvelle flambée de violence dans cette ville proche de la ligne verte où vivent 20 000 Arabes israéliens. À tous, merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur Africa Today Télévision et vous pouvez également retrouver cette édition sur notre site d'information www.tamtamguinee.com. Au revoir.